La psychologie positive, c'est l'ensemble de toutes les stratégies scientifiquement validées destinées à promouvoir aussi bien chez les personnes que dans les groupes ce qu'on appelle les attitudes positives, c'est-à-dire des visions, des ressentis émotionnels, des comportements également, donc des comportements d'aide, des visions telles que l'optimisme ou des ressentis émotionnels, puisqu'on a beaucoup d'études montrant les bénéfices des émotions positives. Ce qui est important avec la psychologie positive, c'est de ne pas seulement l'assimiler à la pensée positive, puisque souvent c'est une façon de critiquer ces approches de psychologie positive, dire au fond, penser positif, c'est un peu simpliste, c'est pas toujours réaliste, il y a parfois des vrais problèmes dans la vie, et c'est vrai qu'il ne faut pas voir la psychologie positive seulement comme ça. La psychologie positive, au fond, c'est un complément, par exemple en entreprise, des approches basées sur la compréhension et la prévention des risques psychosociaux. C'est un complément dans lequel on ne s'intéresse pas seulement à limiter, par exemple, l'influence néfaste du stress, mais aussi à promouvoir des attitudes destinées à justement empêcher le stress d'avoir un impact trop grand, etc. Donc en gros, la psychologie positive, c'est un moyen de trouver une énergie suffisante pour affronter les difficultés plutôt que pour ne pas les voir ou pour leur tourner le dos. Parmi les avantages de la psychologie positive, on a beaucoup d'études montrant effectivement que le fait de travailler assez régulièrement, assez délibérément, à modifier sa vision, modifier ses émotions, modifier ses comportements, va entraîner des avantages en termes de créativité, de résilience. Les émotions positives sont associées fortement aux capacités de résilience. Alors, ce qu'on appelle la résilience, c'est la capacité, après des difficultés importantes, à se remettre d'aplomb en quelque sorte. C'est pas seulement pouvoir endurer les problèmes, mais c'est aussi pouvoir les traverser en tirant les enseignements sans en être bouleversé, marqué, traumatisé. Donc ces capacités de résilience, évidemment, elles s'appliquent à des événements majeurs de nos existences, mais parfois aussi à des petites difficultés répétitives et récurrentes. Et ce que nous apprend la psychologie positive, au fond, c'est à considérer ces difficultés sans y patauger excessivement et à pouvoir passer assez rapidement à des stratégies plus réparatrices et plus novatrices. Donc toutes ces conséquences des émotions positives et de la psychologie positive sont aujourd'hui bien documentées. Peut-être que parmi les plus spectaculaires et les plus intéressantes pour l'entreprise figurent celles qui concernent les comportements prosociaux, le fait de développer l'esprit d'équipe, la capacité à aider autrui, à prendre plaisir à travailler en commun. Ça, c'est très facilement promu, encouragé par les émotions positives, là où les émotions négatives rétractent plutôt les personnes sur elles-mêmes. Donc toutes ces conséquences favorables, sans parler même de celles sur la santé, puisque les émotions positives sont bénéfiques à la santé, donc c'est mieux dans une entreprise d'avoir des salariés en bonne santé que l'inverse. Donc toutes ces conséquences sont aujourd'hui à la fois bien documentées et suffisamment motivantes pour qu'on implante des programmes destinés à la promotion justement de ces émotions positives. La collaboration avec Stimulus, c'est une vieille histoire, puisque je connais Patrick Légeron, le fondateur de Stimulus, depuis que je suis arrivé à Paris. Ça fait très très longtemps, donc il m'a invité à travailler avec lui à ce moment-là. Donc j'ai aidé au développement de Stimulus avant de prendre d'autres chemins, notamment ceux de l'écriture de livres. Et là, c'était une belle occasion de renouer avec une vieille histoire d'amitié avec la personne, avec l'entreprise, avec l'équipe aussi, puisque je connais beaucoup des membres de l'équipe. Donc c'est voilà, un retour d'une vieille histoire. Parmi les conseils pour se déconnecter du travail, c'est des choses très simples, hein, mais l'idée, c'est pas juste de savoir que c'est bien, mais c'est de le faire réellement. On n'a rien trouvé de mieux à ce jour que pendant le temps de travail, de prendre régulièrement des petites pauses. Prendre des pauses, c'est pas aller regarder ses messages sur Internet ou faire des petits jeux pour se changer les idées sur son téléphone portable, mais c'est vraiment décrocher des écrans, décrocher du travail, se lever, s'étirer, regarder le ciel, respirer. Ça, c'est un point extrêmement simple à renouveler plusieurs fois dans la journée. Il y a aussi une autre façon d'habiter son travail qui permet d'être moins usé, c'est de ne faire qu'une chose à la fois et de rester centré sur ce qu'on fait, et puis de s'arrêter régulièrement aussi, mais
le multitâche ne fonctionne pas et est beaucoup plus fatigant que le monotâche, contrairement à ce qu'on croit parfois. Dans ces histoires de déconnexion entre vie professionnelle et vie personnelle, il y a un moment très important, c'est le moment des seuils. C'est-à-dire le moment où je quitte mon travail, ou bien celui où je suis dans les transports, ou celui où j'arrive chez moi. Ce sont des moments privilégiés pour la déconnexion. Arriver à vraiment, à ce moment-là, se centrer sur ce que nous sommes en train de faire, vraiment se dire, voilà, je quitte mon boulot, je vais aller vers d'autres sources de satisfaction, qui ne sont pas les sources professionnelles, d'autres sources de soucis aussi, et mentalement me rendre présent à l'univers qui m'attend. Le petit conseil qu'on donne souvent, c'est dire, voilà, au moment où vous êtes chez vous, avant de rentrer chez vous, au moment où vous êtes rentré chez vous, prenez 2-3 minutes pour vous dire, ok, là, tu n'es plus au boulot. Tu es chez toi, donc les enjeux sont différents, n'importe pas dans ta vie personnelle, tous tes soucis du travail, etc. etc. Mettre en place des sas de décompression et le faire vraiment, parce que nous ne le faisons pas. Nous arrivons en pilotage automatique chez nous, on pose nos affaires, on fait ce qu'on a à faire chez nous, mais on est toujours dans la rumination des enjeux du travail. Et l'air de rien, prendre vraiment le temps, se dire, voilà, je consacre un tout petit peu d'attention et d'effort à franchir ce seuil travail, vie privée en toute conscience, en étant absolument conscient du fait que je change l'univers, c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace qu'on l'imagine. Ce qu'on appelle la confiance en soi, c'est une dimension très importante de la personnalité de chaque humain, de chacun de nous. C'est cette dimension qui décrit le sentiment qui peut m'habiter par rapport aux chances que j'ai de faire aboutir et réussir mes actions. Au fond, c'est ce sentiment, cette petite voix intérieure qui me dit « tente ta chance, ça peut marcher » ou bien tu n'as aucune chance, là tu vas te planter, finalement évite de te lancer dans l'action. Alors, la bonne confiance en soi ou le manque de confiance en soi sont évidemment très étroitement associés et à notre confort émotionnel et aussi à nos performances personnelles, le fait qu'on s'engage ou non dans l'action. Ce qu'il faut préciser par rapport à la confiance en soi, d'une part, c'est que ça n'est pas une capacité qui va nous donner la certitude que nos actions vont réussir, ce n'est pas une garantie de succès, mais c'est une capacité qui fait qu'on sent que ça vaut la peine d'essayer, qu'on perçoit que c'est mieux d'essayer pour voir ce que ça donne plutôt que d'éviter. Ça, c'est le premier point. L'autre point sur lequel on insiste, c'est que les confiances en soi les plus solides, les plus robustes, ne sont pas uniquement centrées sur la personne, ne sont pas uniquement des sortes d'auto-persuasion qu'on est capable à soi tout seul de renverser des montagnes, mais une perception raisonnable des situations. Le fait de se dire je peux me lancer dans cette entreprise parce que j'ai des capacités, j'ai des possibilités de faire ça et je peux aussi me faire aider. Et on s'aperçoit que les personnes dont la confiance en soi est trop auto-centrée, n'est pas assez associée à l'aide qu'ils peuvent demander ou recevoir de la part des autres personnes, eh bien c'est une confiance en soi moins solide. Donc c'est les deux enseignements, on n'est pas obligé de toujours réussir et la confiance en soi n'est pas érodée par l'aide qu'on peut être amené à demander aux autres. Un des meilleurs moyens d'entretenir la confiance en soi, c'est vraiment d'avoir une philosophie de l'action régulière. La pire des choses en matière de confiance en soi, ce sont les évitements. Dès que j'évite par anticipation, parce que j'anticipe que mes chances d'échouer sont trop élevées, alors je n'apprends rien. Le fait d'éviter une situation ne m'apprend rien du tout, ne m'apprend même pas où se situent exactement mes limites, où se situent les zones à améliorer. Donc c'est mieux d'échouer, il ne faut pas que l'échec soit traumatisant ou dramatique ou qu'il ait des conséquences trop graves, mais le plus souvent nous apprenons beaucoup plus de nos échecs que de nos évitements. Donc s'il y a un grand conseil qu'on donne en matière de confiance en soi, c'est évidemment de correctement se préparer, de se lancer à l'assaut d'objectifs vis-à-vis desquels on est équipé malgré tout, de ne pas faire n'importe quoi, mais d'accepter à l'avance que ça puisse ne pas marcher et en tirer toutes les conséquences requises.
Les personnalités difficiles, évidemment, c'est souvent les autres et pas nous, mais quand on parle de personnalités difficiles, on n'est pas dans la psychiatrie lourde. En psychiatrie, on a des troubles de personnalité, des maladies de personnalité. Les personnalités difficiles, au fond, ce sont tous ces comportements qui peuvent exister chez les humains, ces comportements marqués surtout par la rigidité et la non-adaptation. Le fait, par exemple, d'être un peu méfiant, ça c'est un trait de personnalité, c'est pas forcément un problème si ce trait de personnalité s'exprime dans des circonstances adaptées. Quand si j'achète une voiture d'occasion, si je mène des négociations, c'est pas mal d'être un petit peu méfiant. Ce qu'on appelle une personnalité difficile ou pathologique, c'est lorsque cette méfiance est constante. On me présente des nouvelles personnes, je suis méfiant, on m'invite à une soirée, je suis méfiant. Là, la méfiance est inadaptée parce qu'elle est permanente et rigide. Donc en général, les personnalités difficiles sont des personnalités chez lesquelles vont s'exprimer des traits problématiques parce que non adaptés aux circonstances, parce que constant et permanent. Donc, les personnalités anxieuses, les personnalités paranoïaques, les personnalités obsessionnelles, méticuleuses, pessimistes, tout ce qu'on voudra. Ça ne signifie pas qu'on n'a pas le droit parfois d'être un peu inquiet, pessimiste, méfiant, etc., mais que l'être constamment signe un problème. Alors, évidemment, les personnalités difficiles font grincer des dents autour d'elles parce que justement, elles manquent de cette flexibilité, de cette adaptabilité qui est indispensable à toute vie collective comme celle de l'entreprise. Donc il n'y a pas de recette miracle, évidemment, il n'y a rien en psychologie qui soit une garantie absolue d'efficacité. Ce qui est important, peut-être, c'est d'abord d'identifier précisément quel est le problème précis qui nous dérange chez la personne. Ce n'est pas juste de rejeter la personne globalement, mais dire voilà, c'est chaque fois qu'elle a ce type de comportement, dans ce type de circonstances. Premier point, le diagnostic en quelque sorte. Le deuxième point, c'est bien réfléchir à la possibilité d'en parler avec la personne et d'en parler en ces termes, de ne pas attaquer la personne. C'est la règle d'or pour les critiques. On ne critique pas une personne, mais un comportement bien précis. Donc d'aborder avec la personne le type de comportement qui pose problème, puisque, en tout cas dans le cadre de l'entreprise, on ne peut pas changer une personne. Par contre, on peut espérer l'inciter à modifier son comportement. Et puis le troisième point, c'est du mieux qu'on peut ne pas oublier tout ce qui fonctionne bien aussi chez la personne. C'est-à-dire souvent on est aimanté, notre regard, notre jugement sont aimantés par les problèmes que pose la personne et on oublie de contextualiser, de voir qu'elle a aussi des qualités, prendre conscience aussi de ce qui fonctionne bien chez cette personne peut-être nous pousser à moins nous énerver, à communiquer avec elle de façon plus équilibrée et pas seulement les jours où on est très agacé, intervenir de façon impulsive. Autrement dit, c'est toujours mieux de cibler les critiques sur le comportement plutôt que sur la personne et de le faire les jours où on n'est pas énervé et de bonne humeur et au lieu des jours où elle nous a trop agacés.